Et Bonjour, bienvenue au webinar qui s'inscrit dans les webinars que Minogic propose aux entreprises exposantes au CES pour se préparer. Donc le sujet du jour, c'est effectivement comment se protéger un peu d'un point de vue propriété intellectuelle. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Thibault du cabinet Beaumont et Philippe Ligaud de l'INPI. Donc voilà. bonjour. Merci messieurs d'être présents. L'idée du webinar, c'est que Laurent et Philippe vont faire leur présentation. Celle-ci sera enregistrée et donc rediffusée aux participants qui sont présents et à ceux qui n'ont pu être présents, également avec les slides et leurs coordonnées. Et donc après, on aura une session de questions-réponses. Donc je vous engage à effectivement mettre vos questions dans le chat qu'on reprendra à la fin de leur présentation. Donc, Laurent, Philippe, si vous voulez démarrer, c'est à vous. Ouais. D'accord. Très bien. On entame du coup. Donc, on nous a sollicité effectivement pour vous sensibiliser aux aspects de protection et en particulier sur la propriété intellectuelle, car voilà, votre objectif, ça va être de participer à un salon d'envergure sur le sol américain. Alors pour ça, on a identifié des risques pays propriété intellectuelle liés à un salon. Puisque c'est des lieux qui sont privilégiés pour faire de la veille concurrentielle. Donc, ça peut vous servir à vous, mais faut penser aussi que vos concurrents, inversement, vont pouvoir surveiller ce que vous faites. Et puis, c'est un lieu aussi privilégié pour l'espionnage. On va venir aussi sur le fait que les salons présentent un risque de divulgation des inventions. Si vous n'avez pas encore breveté votre invention, on reviendra sur les aspects de confidentialité notamment. Et puis c'est aussi un lieu où vous pouvez subir la menace d'une action juridique. Donc on va revenir sur ces points-là, sachant que aux États-Unis en particulier, les coûts d'action juridique peuvent être assez vite élevés. Donc il vaut mieux être préparé à ça. Voilà. Voilà le plan, je dirais, de ce qu'on va dérouler là sur ce webinaire. Donc, on va présenter un peu les enjeux de la protection, aborder les bons réflexes, lister les différents titres de propriété intellectuelle en insistant sur les particularités américaines. Donc, en venant sur brevets, marques, dessins modèles, droits d'auteur. On fera un focus aussi sur le logiciel notamment. Et on conclura par les moyens d'accompagnement. Voilà. Donc, pour commencer, je dirais en amont d'un salon, il est important d'avoir réfléchi à sa stratégie de valorisation et de protection des inventions qui vont être exposées. Cela donne notamment comme intérêt de pouvoir dévoiler plus facilement et librement les caractéristiques techniques. Donc éviter les problèmes de divulgation comme on le disait tout à l'heure, pouvoir communiquer sur la protection même mise en place. Donc ça peut être les titres peuvent avoir un effet marketing, je dirais, établir des relations, rechercher des partenaires ou des sous-traitants. Et puis on travaille sur l'image aussi de l'entreprise, avec l'intérêt de pouvoir aussi évaluer les risques à la fois par rapport au titre de vos concurrents et donc éviter de devenir contrefaisant soi-même en fait. Non. L'un des aspects très importants à cet égard, c'est qu'on a souvent en tête les aspects directs liés à la protection des actifs de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets, les marques et les dessins et modèles, mais en fait les aspects indirects sont souvent les plus importants et sur les aspects sur lesquels une entreprise se focalise. Les aspects indirects, ce sont l'aspect dissuasif, l'aspect, je dirais, marketing, et on va essayer d'aborder tous ces éléments-là. Et il est au sein d'une entreprise très difficile de justifier une dépense de protection sur le plan du retour sur investissement, car en fait, on tient pas compte des retours indirects, c'est-à-dire de la renommée que ça apporte à l'entreprise et tous ces aspects-là qui justifient de prendre en compte les aspects de protection, en particulier quand on va aller aux États-Unis, quand on va à l'étranger, quand on va se mettre sur des salles. La dissuasion, il y a un aspect par marquage qu'on va aborder tout à l'heure, qui est fondamental quand on présente ces produits, en particulier sur les salons.
J'ai essayé de lister voilà, quelques réflexes à avoir. Donc, un premier, ça va être d'évaluer les risques. L'intérêt d'exposer sur un salon peut être variable selon les entreprises. Mais globalement, il y a une recherche de visibilité, de nouveaux clients, voire une recherche d'investisseurs, sachant qu'il y a deux façons d'appréhender la propriété intellectuelle. Je dirais, il y a le fait que vous devez vous assurer que vous ne portez pas atteinte à des droits déjà détenus par des tiers. Et puis le deuxième volet, c'est vous octroyez à vous-même une exclusivité de marché si le titre est disponible. L'enjeu globalement, c'est de convaincre que vous disposez d'une stratégie réfléchie et solide en matière de propriété intellectuelle et d'avoir évalué les risques. Deuxième réflexe, ça va être la confidentialité, essayer au maximum de préserver le secret. Voilà, si vous voulez pas ruiner toute possibilité de protection par la suite, apposer la mention confidentielle sur des documents, faire signer des accords de confidentialité, être vigilant sur l'emploi des salariés, et surtout des stagiaires. Ça vous permettra voilà d'avoir des éléments antérieurs possibles. Alors, un des points auxquels il faut prendre garde quand on parle de secret, c'est que il y a deux aspects. Il y a l'aspect accord de confidentialité que Philippe vient de mentionner. Cet accord de confidentialité, il est souvent plus utile en amont. Mais un des points importants, c'est qu'il va pas vous protéger, il vous protégera très difficilement dans un salon, parce qu'un accord de confidentialité, par définition, vous n'allez pas exposer votre produit ou votre innovation. Sur un salon, de toute façon, vous allez montrer et donc divulguer votre invention. Et il est assez difficile, selon les produits que l'on montre ou les procédés qu'on expose, il est assez difficile de soutenir que certains éléments restent invisibles. En particulier, si vous distribuez des échantillons, ça va forcément constituer une divulgation. Et à cet égard, l'accord de confidentialité ne sert à rien. Et l'une des précautions à laquelle qu'il faut prendre également, même en dehors de salon, c'est qu'un accord de confidentialité ne protège pas d'une vente. Une vente est forcément une divulgation, quelle qu'elle soit. Autre réflexe à avoir, ça va tout ce qui va concerner la traçabilité et la datation. L'idée, c'est de pouvoir disposer de preuves d'antériorité sur l'innovation. En France, vous avez la possibilité d'avoir recours aux notaires, aux huissiers, de déposer des enveloppes solo, de rédiger des cahiers de laboratoire, mais tous les moyens de preuve de datation antérieure ne prennent pas nécessairement effet au-delà des frontières européennes et françaises. Notamment aux US, vous avez des obligations aussi de dépôt pour ce qui est des droits d'auteur, on y reviendra après, mais sur le Copyright Office ou faire d'autres démarches de datation. L'idée étant vraiment de garder des preuves d'antériorité en fait. Et à cet égard, il faut faire attention au fait que la preuve en elle-même d'une date de possession de l'invention ne constitue pas une antériorité, c'est-à-dire un tiers, quelqu'un d'autre, pourra déposer quelque chose et un brevet qui vous gênera, même si vous avez une date qui est antérieure sur votre possession personnelle, parce que cette possession personnelle est par définition secrète. La protection s'acquiert réellement par le dépôt de la demande. Aux États-Unis, il y avait par le passé une exception qui était que le droit appartenait au premier inventeur, ce qui avait dans l'histoire mis en exergue différents conflits d'inventeurs. Aujourd'hui, les États-Unis sont passés sur les systèmes du premier déposant, comme le système européen. Ils ont juste une exception que nous verrons plus tard, qui est une période de grâce, qui vous sera en particulier utile si vous devez exposer sur un salon sans avoir encore protégé votre invention. Et enfin, je dirais, vous allez vous orienter vers le choix de la protection. Donc là, vous avez plusieurs outils potentiellement à votre arc, que ce soit, on va détailler plus particulièrement le brevet, la marque, le dessin modèle et le droit d'auteur par la suite. L'enjeu, je dirais, de la propriété intellectuelle, c'est de vous donner un droit d'interdire. C'est-à-dire vous permettre d'interdire à un tiers de fabriquer, vendre, utiliser ou importer le produit sur lequel vous avez un titre de propriété. Et attention,
Une confusion à ne pas faire, c'est que ce n'est pas un droit d'exploiter. C'est pas parce que vous avez un brevet sur une invention que vous avez le droit de faire. En fait, un brevet, c'est souvent un perfectionnement de quelque chose qui a déjà été proposé par quelqu'un d'autre. Et donc, on peut être contrefacteur d'un brevet de son prédécesseur, même si soi-même, on a obtenu un brevet sur son perfectionnement. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. L'autre élément qui est très important, c'est le principe de la territorialité. C'est-à-dire que vous avez un brevet en France, vous n'êtes protégé qu'en France. Vous avez un brevet qu'aux États-Unis, vous n'êtes protégé qu'aux États-Unis. Alors, tout ce qui se fait aux États-Unis sur tous les droits de pays nécessite un enregistrement à l'USPTO, qui est l'équivalent de l'INPI en France, ou de l'Office européen des brevets. Et pour être protégé en général aux États-Unis, on passe d'abord par un dépôt en France ou en Europe que l'on va ensuite étendre dans un délai de priorité de 6 mois pour les marques et les dessins et modèles ou dans un délai de priorité de 12 mois pour les brevets. On reviendra éventuellement là-dessus par la suite. La propriété intellectuelle et industrielle, enfin voilà, quels usages vous pouvez en faire? L'intérêt, c'est à partir d'un titre, vous permettre d'avoir une barrière à la concurrence, donc c'est-à-dire d'empêcher la contrefaçon. Vous pouvez aussi utiliser la propriété intellectuelle pour générer des revenus, puisque vous pouvez concéder des licences ou revendre des titres de propriété intellectuelle. Ça va servir aussi à l'image de l'entreprise, à la communication, puisque vous allez pouvoir communiquer sur les titres acquis. Et puis, un intérêt certain aussi pour les investisseurs. Ça va motiver les investisseurs peut-être à venir sur vos projets, parce qu'en général, c'est un point, surtout les brevets, c'est un point qui est largement regardé par les investisseurs, en particulier. Enfin, il y a 2 secteurs où c'est plus significatif, le software, les logiciels, enfin le numérique et les biotechnologies. Alors, on va détailler un peu plus chacun des titres de propriété. À chaque fois, je vais vous donner un petit peu l'angle de vue plutôt européen et puis Laurent viendra sur les aspects plus américains de certains titres. En particulier, le brevet. Le brevet est là pour protéger des solutions techniques qui répondent à un problème technique. Le principe, c'est 20 ans de protection possible sur un territoire délimité, donc ce qu'on disait, principe de territorialité. En Europe, en France, en Europe, moyennant le paiement d'annuité, donc tous les ans, il faut s'acquitter d'une annuité. Aux États-Unis, ça sera tous les 3 ans et demi après délivrance. Et en Europe, on a 3 critères de brevetabilité qui sont la nouveauté absolue, l'activité inventive et l'application industrielle. Ces critères-là peuvent être appréciés différemment selon les offices, en particulier aux US. On parlera plutôt de non-évidence que d'activité inventive et d'utilité par rapport à l'application industrielle. Alors, les autres particularités américaines sont que il arrive parfois qu'un brevet puisse durer plus de 20 ans aux États-Unis. On a cette petite exception en France pour les médicaments avec la particularité des certificats complémentaires de protection, mais aux États-Unis, ce n'est pas limité aux médicaments, c'est-à-dire c'est plutôt lié à la durée de la procédure de délivrance qui peut amener à avoir un brevet qui dure quelques années de plus. L'autre particularité, c'est que il n'y a pas ce système d'annuité, mais quand même un système de taxe de maintien en vigueur qui est tous les 3 ans et demi après la délivrance. Et comme l'a mentionné Philippe, les critères de brevetabilité s'apprécient grosso modo de la même façon sur une base un petit peu différente. La grosse particularité des États-Unis, et qui nous fera une intervention directe dessus dans un slide qui viendra après, c'est la période de grâce. Et l'autre élément que l'on peut mentionner, c'est qu'en Europe, nous avons des exclusions de brevetabilité pour certaines catégories qui sont les découvertes, les créations esthétiques, les activités économiques, les programmes d'ordinateur et présentation d'informations. Mais quand on dit ça, ça veut dire c'est en tant que tel, ça veut dire que rien n'interdit de protéger un programme d'ordinateur qui va avoir un effet technique et une application sur quelque chose de particulier. Aux États-Unis, le critère est à peu près le même, mais s'exprime sur un critère de transformation par l'homme d'un élément tangible.
Alors, la période de grâce, ça fait 2 fois que je la mentionne et j'insiste beaucoup dessus parce que dans un salon, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Les États-Unis et quelques autres pays dans le monde ont mis un système qui fait que si l'inventeur divulgue son invention, il a encore la possibilité pendant 12 mois de déposer une demande de brevet. Cette possibilité n'existe pas en Europe. Il faut faire très attention à cela. C'est-à-dire que si vous divulguez votre invention dans le salon au CES, et vous aurez encore la possibilité de vous protéger aux États-Unis, mais plus en Europe. Il n'empêche que dans certains cas de figure, si le marché américain est le plus important pour vous, ça peut être un intérêt si vous n'avez pas le temps de déposer votre demande. Et pour un industriel, le plus important, c'est quand même d'avoir des clients et de vendre ses produits, de les exposer. Donc, des fois, il ne faut pas que le brevet se transforme en un inconvénient par rapport au développement de l'entreprise. Une autre particularité américaine qui existe en pratique en France et qui risque d'être un peu plus formalisée dans le futur, c'est ce qu'on appelle le dépôt provisoire. Alors, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rapide pour pouvoir déposer avec des formalités très réduites le contenu d'une invention. Ça peut se faire en anglais, ça se fait directement en ligne et quand votre conseil n'a pas le temps de rédiger une demande de brevet, la veille d'un salon ou la semaine qui précède un salon, une exposition sur un salon, vous pouvez faire une demande provisoire. Encore une fois, cet élément existe également en Europe et peut être utilisé. Et donc, vous aurez la liberté, vous avez en pratique la liberté de faire ce dépôt où vous voulez. La seule condition, c'est qu'il faut faire très attention que tout dépôt définitif qui viendra ensuite, que ça soit dans le pays d'origine ou dans les pays étrangers, devra être fait impérativement dans les 12 mois. J'ai sauté un slide ? Non. Alors, une petite particularité française et qui existe pour les ressortissants des différents pays dans leurs états d'origine, c'est que pour effectuer un premier dépôt aux États-Unis sur une invention, vous devez en théorie obtenir une autorisation de la DGA, c'est-à-dire des autorités militaires qui, dans des cas exceptionnels, peuvent mettre au secret une invention. C'est une particularité qui existe. Les États-Unis l'appliquent également pour leurs ressortissants. La plupart des pays, pour des questions de secret défense, appliquent ces éléments-là. Un point important, la propriété industrielle, c'est quelque chose qui a un coût. L'ordre de grandeur du budget qu'il faut pour 5 ans sur un brevet en France, c'est l'ordre de grandeur d'une dizaine de milliers d'euros. Le dépôt, le coût varie en fonction de la technique, mais c'est à peu près ce qu'il faut compter. Pour les États-Unis, c'est nettement plus cher. Il faut compter entre 15 et 20 000 euros pour obtenir un brevet américain qui se passe relativement bien sur le plan de la procédure. Alors, avant d'attaquer le marché américain avec une invention, si vous avez des doutes vis-à-vis d'un concurrent et vous vous dites que vous êtes susceptible d'enfreindre un de ces brevets, il est extrêmement prudent de demander une opinion à un agent américain d'une liberté d'exploitation. Vous pouvez faire ça par le biais de votre Conseil européen, mais c'est quelque chose qui est très très important si ensuite vous êtes inquiété judiciairement aux États-Unis sur le montant final des dommages et intérêts qui pourraient vous être réclamés. Il y a quelque chose qui existe dans les pays de common law et en particulier aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle le duty of candor, le devoir de franchise, qui est que on n'a pas le droit de mentir. On l'a vu dans des affaires très célèbres qui ont impliqué des présidents américains par le passé. Ce qui est reproché, c'est plus le fait de mentir, et y compris par omission, que de contrefaire en termes de brevet. Excusez-moi, j'arrive pas. Non, je suis d'accord. Pardon. Non. Excusez-moi, j'ai eu une petite difficulté pour manipuler les slides. Excusez-moi. Alors, la contrefaçon aux États-Unis passe en général par la notification au tiers que l'on veut attaquer, que l'on veut astreindre en contrefaçon,
de l'existence du brevet. Cette notification peut être effectuée également de façon naturelle par le marquage des produits. Et il est extrêmement important pour un industriel et pour une société qui commercialise un produit, un logiciel ou des éléments comme ça, de pouvoir mentionner dessus que l'invention est protégée, que le produit est couvert par un brevet. Ça a un effet dissuasif énorme, que ce soit en France et à l'étranger. Aux États-Unis, il y a une petite particularité qui est que ça constitue officiellement une notification vis-à-vis d'un contrefacteur, donc c'est très important de le marquer. Par contre, une précaution à prendre, si vous ne disposez pas d'un brevet d'un brevet américain et que vous mentionnez patent ou patented, précisez derrière que ce brevet il est sous la forme d'un PCT ou que ce brevet il est européen, parce que vous n'avez pas le droit de vous prévaloir d'un brevet que vous n'avez pas. Et aux États-Unis, si vous ne spécifiez pas, on considérera que vous vous prévalez d'un brevet américain. Donc, si vous disposez d'un brevet américain, vous le mettez et vous pouvez mettre simplement patented. Vous pouvez préciser le numéro. Si vous n'avez pas de brevet américain, il faut préciser que c'est un brevet qu'en France ou qu'un brevet en Europe. Bon, les tribunaux compétents en matière de litige, c'est vrai que le droit américain est assez protecteur pour ses ressortissants à cet égard, c'est-à-dire que vous pouvez être attaqué devant, si vous n'avez pas d'établissement aux États-Unis, devant n'importe quel tribunal fédéral de district aux États-Unis, alors que pour les ressortissants américains, il y a des règles particulières. Une particularité qui est liée au devoir de franchise, c'est une procédure de discovery qui existe dans le droit américain. Et il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle en France la saisie contrefaçon. La saisie contrefaçon est une procédure où pour prouver que vous avez un contrefacteur, vous allez chez lui avec un huissier et puis vous faites une saisie descriptive avec l'huissier. Aux États-Unis, cela se passe par le biais de témoignages, de production de documents et, le plus important, également d'interrogatoires. Ces interrogatoires peuvent être écrits ou oraux et à partir du moment où on n'a pas le droit de mentir et on doit dire la vérité, on a une obligation de répondre, il est très très important de bien se comporter si on doit subir une procédure de discovery. Le mensonge est quelque chose qui est qui est pénalement répréhensible aux États-Unis et qui peut conduire à des sanctions assez importantes. Par contre, il faut être conscient de cette procédure lorsque l'on est attrait dans une procédure américaine au niveau judiciaire. On insiste beaucoup sur ce devoir de franchise qui va vous impacter lorsque vous déposez une demande de brevet aux États-Unis par le fait que vous avez l'obligation d'indiquer à l'examinateur tout art antérieur dont vous auriez connaissance. C'est une particularité parce qu'il arrive en Europe qu'on dépose en connaissance de cause par exemple, d'une autodivulgation pour des aspects marketing ou dissuasifs de notre invention, mais aux US, il faut faire très attention si le délai de grâce est dépassé. Donc, on sera obligé de mentionner aux États-Unis qu'effectivement, on a un art antérieur qui est connu. Pendant l'exploitation, je l'ai mentionné dans le slide précédent, il y a une obligation de répondre aux questions de l'adversaire. Les sanctions sont assez lourdes pour votre propre brevet. Ça peut aller jusqu'à l'annulation ou l'inopposabilité du brevet et en cas de procès, de payer les frais de justice de l'adversaire. Donc là, on a abordé toutes les particularités liées au brevet et puis pour essayer de vous donner les points de vigilance aussi d'utilisation de ce titre et de divulgation que vous pouvez avoir sur les produits que vous allez exposer. Un autre titre de propriété qui peut vous intéresser, c'est la marque. Donc là, qui ne va plus servir à protéger les éléments techniques, mais la marque vise à vous donner un droit d'interdire sur des signes qui vont servir à distinguer vos produits et services. La marque est valable 10 ans, renouvelable indéfiniment sur les territoires sur lesquels elle a été protégée. On peut protéger des noms, des slogans, des chiffres, des lettres, enfin donc plusieurs natures de signes.
Par contre, il y a un principe de spécialité, c'est-à-dire que vous déposez une marque en regard de produits et services et sur une base de 3 critères que sont la disponibilité de la marque, donc ne pas porter atteinte à des droits antérieurs, la distinctivité, c'est-à-dire ne pas utiliser de termes descriptifs ou banals en regard du domaine de produits ou services protégés, et puis qu'elle soit licite par rapport aux règles de chacun des États. Sur les États-Unis, chose qui n'existe pas en France, vous avez la possibilité d'une acquisition par l'usage, en fait. Toutefois, les marques enregistrées auprès de l'Office auront bénéficieront d'une plus grande protection, déjà parce que l'avis de la marque sera publié, et puis vous bénéficiez d'une présomption légale de propriété, et puis ça vous donne aussi la capacité d'intenter une action en justice. L'usage aux États-Unis va être prépondérant par rapport à ce qui est demandé en France ou en Europe. Là-bas, aux États-Unis, il y a vraiment un engagement du titulaire à un usage réel de la marque, et on demande, l'Office américain demande souvent d'apporter des preuves d'utilisation existantes. Donc ça, chose qui n'est pas contrainte en France. Comme Laurent l'a précisé sur les brevets, le patented notamment, il y a la même règle qui va s'appliquer sur les marques. On a tendance à utiliser les symboles R registered ou TM trademark pour signifier que des marques sont utilisées. C'est pareil, ces éléments-là sont valables sur le territoire américain et anglo-saxon. Elles prennent une importance capitale, et donc il faudra pas, si votre marque n'est enregistrée qu'en France ou en Europe, il faudra être extrêmement vigilant sur l'emploi du petit r ou du TM sur le territoire américain, qui tend à signifier que la marque est enregistrée sur le territoire américain à proprement parler. Au niveau des coûts, globalement, il faut compter, incluant taxes honoraires, frais de mandataire, on va dire de l'ordre un petit millier d'euros pour la France. Les US nécessitant la représentation d'un mandataire, selon si on passe par la voie internationale ou directe, peut être plus cher et aller entre 2500 et 4000 $. Voilà pour les marques. Autre titre sur lequel on va passer rapidement, c'est le dessin et modèle. Là, l'idée, c'est de pouvoir cette fois bénéficier d'une protection sur l'apparence d'un objet. Globalement, on peut avoir une protection qui peut aller jusqu'à 25 ans, qui va porter sur l'apparence. Donc, il faut que l'élément soit visuel, qu'il soit nouveau et empreint d'un caractère propre. Trop vite. Où est-ce que j'ai encore au-dessus. Voilà. En cumul possible au dessin et modèle, mais aussi de façon directe, il existe aussi le droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur permet de protéger ce qu'on va appeler globalement des œuvres de l'esprit, des créations d'art appliquées, des œuvres originales qui doivent être fixées sur un support tangible, en fait. En Europe, en France en particulier, le droit d'auteur est valable toute la vie de l'auteur plus 70 ans à compter du décès de l'auteur. Le régime est très protecteur pour la personne de l'auteur en particulier, puisque là, c'est vraiment l'auteur qui va bénéficier du droit d'auteur, contrairement à ce qu'on a évoqué avant, brevets, marques, dessins et modèles, qui, eux, le droit va être octroyé aux demandeurs. Et puis, en particularité américaine, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'effet du droit d'auteur sur le territoire américain n'a de valeur que s'il est enregistré auprès de l'Office du copyright. Et donc là, avec la même réserve sur les mentions, le petit C, souvent qu'on va utiliser pour le copyright, qui devra être utilisé après enregistrement sur le territoire américain notamment. Alors, le droit d'auteur nous donne une bonne transition sur la particularité des logiciels, parce que tout ce qui est programme d'ordinateur peut faire l'objet d'une double protection.
soit ou à la fois par le droit d'auteur sous la forme du programme lui-même, la forme d'expression du programme, les codes sources, les éléments multimédia incorporés par exemple, les interfaces graphiques, les notices ou le titre. Et dans certains cas, pour certains logiciels, on peut obtenir une protection par le droit des brevets, c'est-à-dire obtenir un brevet sur les fonctionnalités techniques en particulier du logiciel. Là, on a souvent entendu que les États-Unis laissaient la protection ouverte à tout type de logiciel, alors que l'Europe était plus restrictive. En fait, cela a évolué dans le temps. La position européenne a eu une approche assez progressiste dans les années 2000 et puis a souhaité éliminer la protection des business methods dans les années 2000-2010. Et aujourd'hui, la jurisprudence européenne au niveau de l'Office européen des brevets est assez claire et assez stable. Il faut que la revendication implique des moyens techniques, soit directement, soit indirectement par un effet technique qui va au-delà d'une simple interaction entre l'ordinateur et le programme, et qu'il y ait une activité inventive ou une contribution non évidente à l'état de la technique. Au niveau des États-Unis, l'évolution américaine s'est faite dans le sens un petit peu inverse. Elle avait une approche très progressiste, autorisant même les business methods jusqu'en 2010. Et il y a eu un retour de bâton complet à partir d'un arrêt Bilski en 2010, et la position est ensuite devenue encore plus strict depuis les années 2016, depuis un autre arrêt aux États-Unis. Et aujourd'hui, les positions européennes et américaines se sont rapprochées sur le sujet, mais il est parfois même plus facile d'obtenir un brevet sur un logiciel aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, ce qui, pour le droit américain, qui est basé sur la common law, sur la jurisprudence, engendre que des brevets qui ont été délivrés aux États-Unis il y a une dizaine d'années sont désormais annulés par les tribunaux américains lorsque leurs titulaires souhaitent les utiliser. Alors, sur l'extension des droits, en particulier des droits de brevet de marque et de dessin et modèle, à partir du moment où vous avez une invention, une marque ou un produit, un emballage par exemple, qui va être protégé en France ou en Europe, vous pouvez l'étendre aux États-Unis, soit directement en allant devant l'USPTO, soit par le biais de l'Office mondial de la propriété intellectuelle, pour le brevet par ce qu'on appelle un PCT, pour la marque par une marque internationale, et pour le modèle par les dessins et modèles, internationaux. En conclusion de ce webinaire, l'idée c'est d'essayer de vous donner les bons réflexes. Le premier étant de faire un point sur votre stratégie pays au plus tôt, en tout cas dès que possible, notamment pour organiser en conséquence la préservation du secret, les voies de dépôt, les vérifications éventuelles de liberté d'exploitation et puis les extensions qui vous seront nécessaires. L'idéal étant de pouvoir se faire assister de professionnels. Vous avez tous les conseils en propriété industrielle qui sont mobilisables, je dirais, auprès de vous. Il y a une liste disponible par région spécialité sur le site inpi.fr. Vous pouvez aussi aller sur le site de la CNCPI qui recense tous ces professionnels. L'INPI est aussi à vos côtés, je dirais, pour vous aider et vous accompagner sur la matière propriété intellectuelle. On réalise des prédiagnostics qui permettent de faire état de recommandations d'utilisation de la propriété intellectuelle. On a des aides financières pour la mise en œuvre de ces recommandations à travers les PASS-pays, une masterclass qui vous permet de réfléchir de façon plus avancée sur la stratégie pays, et puis un service aussi de cartographie qui vous donne la capacité à identifier des acteurs, des technologies qui émergent dans votre secteur. Autre élément, je dirais, entre guillemets, à votre disposition, l'INPI a des délégués internationaux basés dans plusieurs pays. Vous avez toute la liste qui s'affiche à l'écran. En particulier, Charlotte Beaumatin, qui est basée
à l'ambassade de France aux États-Unis à Washington peut vous aider et vous accompagner dans de l'information sur des particularités de cette zone ou des besoins de dialogue avec l'Office américain, d'autres points. Vous avez ces coordonnées sur le